Alors, c'était la 9e région, mais pas la moindre, une grande région avec de grandes ambitions, mais avec de très grandes capacités. Et puis, ben, des grands problèmes à sa mesure aussi. Des grands problèmes à sa mesure, mais on va y voir. C'est ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. La région de Montérégie, évidemment, là, vous êtes dans Brossard, qui est un bassin multiculturel, Oui. ou interculturel. Ça doit sûrement différer des autres régions où c'est tricoté serré un petit peu québécois. Ah ben oui, tout à fait. Vous savez, lundi, là, moi, j'étais dans l'Abitibi-Témiscamingue, là, et puis dans le Lac-Saint-Jean, et le lendemain, et puis au Saguenay. Mais vous savez, oui, c'est vrai, c'est tricoté serré, mais somme toute, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'était quelque chose dont ils ont l'impression ou qu'ils commencent à réfléchir ailleurs. Et les grandes régions, comme la Montérégie ou comme Montréal, ont une responsabilité collective à l'égard de l'ensemble des autres régions du Québec à cause de leur expérience. Et la réciprocité là-dedans, c'est que les régions ont aussi un devoir envers ces autres régions-là d'accueil, parce que la Montérégie peut faire beaucoup, a besoin de beaucoup, mais ne pourra pas faire tout, Montréal non plus. Alors, il y a un bel échange, je trouve. Vous parliez d'Abitibi-Témiscamingue, vous savez que le maire d'Amos est haïtien, ça vous dit? Ah ben oui, bien sûr, certainement, certainement, certainement. Vous parliez tantôt, évidemment, bon, on passe de la petite école à l'entreprise, si on peut dire, il y a un grand chemin à faire là, pour les migrants qui arrivent. Oui. La première génération des nouveaux immigrants qui sont arrivés il y a une quinzaine d'années, où on les voit, les Québécois, ils parlent québécois maintenant, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des Chinois. Des fois, c'est insolite aussi. Hein? Oui, ils sont vraiment intégrés. Ils se sont intégrés, évidemment, en passant par l'école, c'est sûr et certain. C'est sûr. Pour ce qui est des nouveaux immigrants qui sont un peu plus âgés, mais qui sont spécialisés, des travailleurs spécialisés, qui rentrent dans des entreprises, je pense que le gros travail, il est là à faire. Mais le gros travail aussi chez l'entrepreneur, il est à faire également, qui lui, bien souvent, donne ses affectations en anglais. Ben voilà. Il va essayer d'angliciser le travailleur le plus rapidement possible aussi, compte tenu du marché nord-américain. Et certainement pas méchamment, mais très certainement en oubliant qu'on est dans un contexte francophone. Alors, le projet de loi que j'ai déposé la semaine dernière, que mes collègues du gouvernement avaient accepté, fait référence à ça. Là. Il dit, bon, l'anglais, ça peut être nécessaire, oui, mais ça ne peut pas être nécessaire tout le temps. Alors, donc, il faut qu'on fasse des efforts particuliers pour maintenir le milieu de travail en français, même s'il y a des postes qui nécessitent d'être bilingues, ou voire trilingues dans certains cas. Les gens nous en ont parlé. Quand on est dans des grands centres comme Montréal, Montérégie, Laval, on va parler de l'anglicisation des entreprises, on va parler de l'anglicisation parfois de la ville, mais je pense qu'on a les moyens d'agir et de réagir, mais encore faut-il en avoir la conscience, là, avoir la conscience. Mais c'est le cas ici, là. Il n'y a pas de difficulté. Je veux vous poser une question, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Il me pose la question, quelle est la deuxième langue la plus parlée au Québec, d'après vous? Ben, écoutez, La personne me disait que c'était l'arabe. Je ne crois pas. Non, je pense pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est un mythe, là. Ça, non. Il y a beaucoup. Anglais, oui, je crois que c'est l'anglais. Absolument. Mais ce qu'on est en train de se dire, cependant, c'est qu'en effet, il y a plusieurs de nos concitoyens qui maintenant parlent 3 langues. Ça, c'est vrai. On l'a vu dans les statistiques. Et c'est très bien. Qu'on en parle 2, qu'on en parle 3, qu'on en parle 4, 5, c'est fameux. Mais le latin comme Bernard Landry. Ben, chacun ses choix. Il y en a moins ça. Le latin et grec, là, il y en a Au niveau de la formation des enfants, des élèves, jusqu'au cégep et à l'université, est-ce que vous avez changé? Est-ce que, par exemple, dans le programme d'éducation, autant secondaire, primaire, secondaire ou en éducation supérieure, est-ce que vous avez changé le curriculum, par exemple, pour axer davantage l'utilisation du français, l'enseignement du français, le perfectionnement du français chez... Oui, c'est par exemple, nous, on vient d'embaucher un cégepien, le cégep de Drummondty, puis il a la misère avec son français. Là, il y a des règles de base qu'on apprend au primaire qui est complètement loupé. Nous sommes... Est-ce qu'on peut vraiment prévoir cette carence-là? Oui.
Bien, nous nous sommes entendus lorsque nous avons déposé le projet de loi avec ma collègue Marie Malavoie et mon collègue Pierre Duchesne, que la question de la qualité de la langue, on était pour s'en occuper. On comprend qu'en 75 jours, là, on n'a pas mis tout en place là, encore, mais ça, c'est une préoccupation importante. Ça va être vrai autant du côté de l'apprentissage des langues, du français et de l'anglais. Il y a une exigence là, en termes de qualité qui doit être là, et au premier chef, en formation des maîtres, bon, etc. L'autre élément dont on parle peu, mais qui nous préoccupe tous, il y en a deux autres, c'est la question de la culture générale. Culture générale, enseignement de l'histoire générale et enseignement de l'histoire du Québec. Ça, c'est des éléments là, qu'au cours des prochains mois, on va regarder. Ah oui, oui, tout à fait. On ne pouvait pas tout régler d'un coup, là. Pas tout régler d'un coup, et on a des ordres de préoccupation de cet ordre-là. Sur l'histoire, je veux juste ajouter que c'est un des thèmes qui est dans le discours inaugural de la Première ministre. Voilà. Et donc, ça fait partie des dossiers qui sont déjà à l'œuvre. On n'est pas rendu à des conclusions, là, mais on est rendu à un état de la question parce que dans le discours inaugural, il y a cette idée, cette nécessité de renforcer l'enseignement de l'histoire nationale. Et donc, moi, j'ai déjà des gens qui travaillent là-dessus. Alors, on essaie de développer. Je pense qu'on réussit assez bien, mais la tournée et ce qu'on fait avec les équipes comme ça en région va nous aider. On essaie d'avoir une vision globale, de ne pas travailler seulement la charte de la langue pour ce qui concerne la langue, l'immigration pour l'immigration. On essaie vraiment de faire ce que les citoyens s'attendent, à savoir qu'on travaille ensemble. Jusqu'à quel point on peut éviter l'intégrisme québécois en accueillant un immigrant avec sa culture, qui est lui, quand il arrive au Québec, effectivement, il est reçu par son groupe avant toute chose, il est pris en charge par son groupe. Après ça, évidemment, il rentre dans la société québécoise. Et jusqu'à quel point on peut, j'allais dire, pas le transformer, mais lui inculquer une culture très, très québécoise, culturellement parlant, et non pas qu'ils viennent, par exemple, partager que la culture économique du Québec. C'est-à-dire qu'ils partagent la culture à large. Non, mais ça vous aurait convaincu. C'est un méchant mandat, ça. Oh, mais si vous aviez entendu ce que nous avons entendu tout à l'heure de ces personnes immigrantes qui étaient dans un cours de francisation et qui étaient capables de parler de la culture québécoise sur tous ses angles, au moins sur 4 angles, avec beaucoup d'aisance et d'authenticité dans leur adhésion à cette culture-là, franchement, vous n'auriez pas d'inquiétude. Par exemple, vraiment pas. Par exemple, il y en a un qui a dit, mais vraiment très, très spontanément, que lui, il découvrait un pays où il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et que c'était une des raisons pour lesquelles il était venu ici. Oui. Mais il en parlait. C'est pas tout le monde qui croit ça, là, Pardon? C'est quand même pas tout le monde qui croit ça. Il y a quand même... La communauté arabe, les musulmanes ici, qui ne croient pas à ça. Disons, il ne faut pas généraliser la communauté musulmane. Mais moi, je vous parle de gens là, que je viens de voir et qui ont choisi le Québec, entre autres à cause de ça. Et donc, c'est aussi pour nous intéressant parce que reculer il y a 50, 60 ans au Québec, on est dans une société où les choses sont beaucoup moins nettes. Mais de pouvoir être maintenant une terre d'accueil de gens qui viennent chercher des valeurs démocratiques, liberté d'opinion. Il y a un Égyptien qui était là tout à l'heure. L'Égypte, ça nous touche parce qu'on voit bien les images de ce qui se passe en Égypte ces jours-ci. Lui, il dit la liberté politique, la liberté d'opinion, d'expression. Il est venu chercher ça ici. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient comme terre d'accueil parce qu'ils portent les mêmes valeurs que nous. Et qui vont les renforcer. Alors, c'est à nous de leur donner toute la place. Voilà. Alors, oui, je pense qu'on peut être optimiste. On peut être très optimiste par rapport à cette question. Dernière question, est-ce que la démarche, évidemment, de l'intégration en emploi, l'intégration en culture, l'intégration à l'école, est-ce que ça fait partie de la démarche québécoise de la laïcité, finalement, de la société québécoise comme telle? Est-ce que ça rentre dedans?
Bien, en fait, la Charte de la laïcité à laquelle vous faites allusion, qui sera en gestation là, au cours des prochains mois, c'est bien sûr est relié. Hein. C'est relié indirectement. Indirectement. En fait, ce qui est présent là-dedans, c'est mais qu'est-ce qu'un citoyen québécois a comme caractéristique? Comment il vit dans sa société? Qu'est-ce qui fait que nous nous reconnaissons les uns les autres? La question du caractère laïque de notre société est là. Et c'est ce à quoi Marie faisait allusion tantôt. Et bon, après ça, toutes les autres choses qui touchent par ailleurs une charte de la laïcité et tout ce qu'on veut faire comme grands travaux, bien, le ministre d'Arainville, qui est le ministre de la région, qui est député aussi dans la région, a bien compris qu'il n'irait pas de dictat, mais qu'il irait d'abord vers les citoyens québécois pour déterminer cette charte-là. Et je suis sûre qu'il va prendre en compte nos travaux. Oh, certainement. Ça, je suis certaine de ça. La dernière question, est-ce qu'il y a un agenda politique là-dedans pour en faire de ces Québécois nouvellement arrivés des souverainistes au lieu d'en faire des Canadiens? Oh mon Dieu! Moi, honnêtement, moi, je me situe dans l'édification d'un Québec qui prospère. Okay. Maintenant, les choix politiques des personnes immigrantes leur appartiennent. Mais moi, je suis dans un Québec qui prospère et qui cultive le fait français. Hein? Alors, on peut y voir un agenda politique, mais ce qu'on doit y voir d'abord, c'est s'assurer qu'un peuple progresse bien et que ceux et celles qui y viennent veulent y contribuer. Ah, merci. Je vous en prie. Merci à vous.